La Provence est sans doute la région de France qui fait le plus rêver. La Provence est un mythe. Elle est synonyme de soleil, de joie de vivre et de convivialité. Ce sont plusieurs paradis qui se côtoient. Ici, chaque jour entraîne une nouvelle découverte. L'histoire, les paysages ou les hommes sont autant de sujets d'étonnement. Ce voyage que nous allons faire ensemble nous conduira de la Méditerranée aux Alpilles, puis nous traverserons le Luberon jusqu'au mont Ventoux et nous descendrons la vallée du Rhône en passant par Orange, Avignon et Arles jusqu'en Camargue. Mais notre périple commence à Marseille et dans ses environs. On est ici à l'autre bout du monde, comme dans un rêve. Et pourtant, nous ne sommes qu'à quelques pas de Marseille. Ces superbes fjords blancs, les Calanques, sont d'anciennes vallées fluviales creusées par la mer au fil du temps. La côte provençale a toujours été peuplée, depuis des millénaires. On a découvert très récemment, à 37 mètres sous le niveau de la mer, au bout d'un long tunnel, une grotte préhistorique où l'homme vécut il y a 18 000 ans, la grotte de Cosquer. Les Calanques sont un petit paradis pour la pêche sous-marine ou l'alpinisme. On y accède de préférence à pied ou par bateau. Elles cachent dans leurs escarpements des petites plages, des ports et des cabanons. Porpins, envaux, sugitons, sorniaux, mordiaux, chacun sa calanque favorite. Les Marseillais protègent jalousement ce petit coin de leur cité et à plusieurs reprises ont dû empêcher diverses tentatives de promotions immobilières. Quittons cette scène de Pagnol pour rejoindre Marseille sur une chanson de Vincent Scotto. On part à l'autre bout du monde voir un site réputé. Mais pourquoi courir à l'étranger quand nous avons, sans même nous déranger, la Canebière, la bonne mer et le vieux port, quel joli décor. On ne peut pas trouver un soleil plus radieux, un ciel qui soit toujours si bleu. Bonne mer, la Canebière, il n'y en a qu'une, elle est ici. C'est la vraie gloire du Midi-mer, oui. On a beau dire qu'on exagère, il n'y a rien sur terre qui vaille notre beau pays. C'est un kilo de mie. Allez la rivache, vous allez acheter les migas au prix des morts. Ça bougerait pas si vous pensez. On n'a pas l'aquarium. Allez la bouillabaisse vivante. Les tranchées pères. Marseille, capitale de la Provence, deuxième ville de France, est l'une des 3 plus importantes zones portuaires européennes. Mais ça vous rend bien plus joyeux. Bonne mère, la cuisinière, en y goûtant, s'en lèche les doigts. On en reprend 2 fois, 3 fois. Adossée à ses remparts naturels, méditerranéenne plus que française, elle tourne le dos au reste du pays. Mais elle est bien présente dans notre cœur pour sa beauté et pour ses clichés bien agréables. C'est ici, 600 ans avant Jésus-Christ,
que des Grecs venus d'Asie mineure découvrent une calanque profonde et abritée où ils décident de s'établir. Le Panier, c'est le Marseille des origines. C'est là que se sont installés les premiers arrivants. Une partie de sa voirie date de l'Antiquité et son tracé de l'époque médiévale. C'est Louis XIV qui donnera son visage moderne au port avec la construction des forts Saint-Jean et Saint-Nicolas. L'hospice de la Vieille Charité, construit par Puget à la même époque, est un bel exemple d'architecture baroque. Après avoir été au fil des siècles hospice, prison, mûrisserie de bananes et même conserverie d'anchois, elle abrite maintenant le musée des arts africains et océaniens. Jusqu'au XVIIIe siècle, Marseille restera une grosse bourgade à l'ouest du Vieux-Port. Et puis c'est le XIXe siècle, l'aventure coloniale de la France et le développement de la navigation à vapeur. Et là, Marseille prospère et explose hors de ses murs, conquiert tout le terroir et envahit la vallée. Les travaux se terminent sous Napoléon III avec les percées rectilignes comme la rue de la République ou la Canebière et la construction du palais Longchamp, cet incroyable château d'eau qui apporte à Marseille l'eau de la Durance. Enfin surgit l'imposante gare Saint-Charles qui permet de relier efficacement le premier port de la Méditerranée à la capitale et à l'ensemble de la France. Mais le monument marseillais, c'est la Bonne Mère, Notre-Dame de la Garde qui veille sur les habitants, comme en témoignent ses ex-voto, des centaines de petits tableaux naïfs et émouvants, exécutés en remerciement d'un vœu réalisé. Quittons Marseille pour une région toute proche et pourtant peu connue, le désert de la Crau. L'ancien delta de la Durance, qui avant d'être un affluent du Rhône se jetait dans la mer, est devenu cet étrange désert de pierre. Une légende grecque donne sa version de l'origine de cette mer de Galets. Hercule, se rendant en Espagne, doit y combattre les Ligures. Il épuise rapidement sa provision de flèches et appelle Jupiter à son secours. Le dieu fait pleuvoir sur ses ennemis une telle grêle de cailloux que le sol en est resté couvert. En remontant le Rhône, comme le faisaient autrefois les pirates, nous atteignons Tarascon, ville de la mythique Tarasque, le monstre vaincu par Sainte-Marthe et du non moins légendaire Tartarin. C'est depuis 1750 que l'on imprime ici, à Tarascon, les tissus provençaux commercialisés sous la marque Souleyado. Et vous avez autant de planches que de couleurs. Et voilà la magie. Il y a toujours des pneus repères. Alors là, je vais reprendre l'un.
pour vous faire voir le raccord. L'affaire est passée dans les années 50 à la famille d'Emery qui l'exploite toujours. Cette ancienneté lui vaut d'avoir une collection unique de 40 000 planches à dessin, créées par des compagnons du devoir et qui permettent de varier à l'infini les impressions de ses tissus. Jean-Pierre d'Emery a rénové l'image désuète du tissu provençal et l'a fait connaître dans le monde entier. Où l'on reconnaît un tissu provençal par rapport à un autre tissu, c'est toujours la conjonction de deux choses, d'un petit dessin, d'un tout petit dessin qui est un petit motif, avec un galon. Oui, vous savez, en Provence, il y a quelques coloris de base qui sont toujours les mêmes, 5 ou 6 couleurs. Donc je vais vous expliquer. Par exemple, il y a le bleu. On s'inspire donc du ciel de Provence pour le bleu, c'est pas la peine d'aller bien loin. Le jaune, on est inspiré par les boutons d'or, par exemple, ou les genêts. Le rouge, c'est les coquelicots. Le vert, je crois que c'est le vert des cyprès. Puis s'il vous faut du noir, vous pensez aux taureaux, qui sont bien noirs aussi. Puis voilà. En quittant Tarascon, on découvre les Alpilles toutes proches. Les Alpilles nous font songer à quelques paysages de Grèce ou d'Italie. De loin, ces collines déchiquetées de 300 à 400 mètres d'altitude donnent l'illusion de véritables montagnes. C'est là que Daudet a situé les exercices alpins de Tartarin de Tarascon. Les Baux ont donné son nom à la bauxite, minerai extrait dans les alentours où l'on trouve aussi des carrières de pierre tendre et blanche qui convient parfaitement à la sculpture. Dans le passé, les Baux de Provence étaient une prestigieuse ville fortifiée. Les seigneurs des Baux seraient, dit-on, les descendants du roi mage Balthazar. Mais la Provence est un pays de légende, et comme le disait l'écrivain provençal Jean Giono, qu'importe qu'une histoire soit vraie, du moment qu'elle est belle. Les Alpilles sont réputées pour la qualité des olives cultivées autour des Baux et de Mossane. L'olivier, depuis l'Antiquité, c'est la richesse et le symbole du monde méditerranéen, parfaitement adapté au climat sec et chaud. Depuis 3000 ans, il pousse en Provence, apporté par les Grecs du Proche-Orient. Productif tous les 2 ans, l'olivier peut devenir plusieurs fois centenaire. Il faut au moins 6 kg de fruits pour obtenir 1 litre d'huile d'olive. Elle donne sa saveur moelleuse à la cuisine provençale et c'est aussi la matière première du vrai savon de Marseille. Sur la route d'Aix, la campagne est dominée par la montagne Sainte-Victoire. Cézanne, natif d'Aix, ne put jamais rester longtemps éloigné de son pays. Vers la fin de sa vie, il exécuta nombre de tableaux, une 60aine, de différentes perspectives de la montagne. Toujours entre octobre et décembre, quand la lumière de cette campagne aixoise atteint le sublime. Elle est le symbole de cette fascination, de cet effet magnétique qu'ont eu la lumière et le décor de la Provence sur les peintres. Van Gogh écrivait à son frère Théo « Ce qui me frappe ici, ce qui fait que la peinture est pour moi attrayante, c'est la transparence de l'air. Tu ne peux pas savoir ce que c'est justement parce que nous n'avons pas cela chez nous. » À quelques pas de la Sainte-Victoire, Aix, métropole culturelle au XVIIIe siècle, a gardé sa réputation de ville étudiante. Son université, créée au XVe siècle, a été la première université de Provence. Le raffinement de ses hôtels particuliers et de ses fontaines rappelle la prospérité qu'Aix a connue au siècle des Lumières. Son festival draine les amateurs d'art lyrique du monde entier. En quittant Aix, sur cette image de la place d'Albertas, nous nous dirigeons vers le nord pour traverser cette véritable barrière que constitue la montagne du Luberon. Le Luberon, comme on dit ici, a longtemps été isolé des grandes routes. Terre secrète, terre de sorcellerie, enclave perpétuellement agitée de rébellions, elle a pourtant toujours été un milieu naturel pour l'homme. Elle est habitée dès la préhistoire. Dans ce pays, l'âpreté du climat se reflète dans la rudesse des caractères.
La Provence d'en haut est glaciale en hiver, torride en été. Et le Mistral qui s'engouffre en hurlant dans la vallée du Rhône rend même les chiens fous. Le parc naturel régional du Luberon, longue chaîne de montagnes basses, possède une grande variété d'espèces animales et végétales. Plus de 1000 espèces de papillons sur les quelques 2000 connus en France. Les hameaux isolés, perchés, sont les témoins d'un mode de vie volontiers à l'écart. Et pourtant, ces montagnes, ces garrigues, où l'on peut marcher de longues heures sans apercevoir une voiture ou un être humain, attirent depuis quelques années une foule d'étrangers, Marseillais, Parisiens ou touristes du monde entier. Sa mare n'és contenta, son pare n'en saurem. Tra-la-la, tra-la-la, rigandole sin marido. Tra-la-la, tra-la-la, rigandole son marido. Vai che l'amor ti passerà, fai la viretta, vai che l'amor ti passerà, fai la viretta. Le Colorado provençal. C'est ainsi que l'on désigne les carrières d'ocre autour de Roussillon, village ainsi nommé pour la couleur de ses façades. La main de l'homme autant que l'érosion naturelle ont creusé ces grottes, façonné ces dédales et ces cheminées de fées. Ces gisements qui ont toutes les nuances du rouge et de l'orange, en passant par le jaune et le blanc, étaient autrefois à l'origine d'une industrie prospère. Aujourd'hui encore, cet ocre est utilisé tant pour le revêtement des maisons que pour la confection de gouaches ou de maquillage. Non loin de Roussillon, à Grand-Bois, nous avons eu la chance de rencontrer Pierre Graille, un centonnier des plus réputés, car ces santons ne sont pas moulés, mais façonnés dans l'argile comme au XVIIe siècle. Comment je suis devenu centonnier? Je crois que je suis né centonnier. On ne le devient pas. Et puis j'étais enfant de cœur d'un vieux curé qui était un des plus grands centonniers de Provence. Et quand je lui avais servi la messe, il me recevait dans son atelier. Et il m'a donné le goût du santon. Voyez-vous, si vous voulez, il m'a donné l'idée que le santon, c'était quelque chose de sacré en Provence. Il y a moi, quand j'étais jeune et beau, là-bas, il y a ma première femme, mes 3 filles, mon père qui est mort à la guerre 14, ma grand-mère, et puis le frère de mon père, d'ailleurs, qui jouait à la pastorale, il jouait Jordan. Il me semble que je le revois. Quoi. Et puis ici, alors, vous avez là, ça c'est ma mère. Ça, c'est ma tante qui m'a habillé les santons pendant 50 ans. Ça, c'est mon grand-père, le père de ma mère. Et on les a habillés avec des morceaux du costume qu'ils portaient à cette époque-là, vous voyez. Un peu plus au nord du Luberon, découvrons Sénanque. Au creux d'une vallée, comme hors du temps, se cache l'abbaye de Sénanque. Cette abbaye cistercienne a été bâtie au XIIe siècle et elle est toujours régie par la stricte règle de Saint-Benoît. Dans cette architecture romane exemplaire, on ne trouvera pas la moindre fioriture, ni bas-relief, ni sculpture. C'est un lieu exclusivement consacré à la prière. Si on peut aujourd'hui la visiter, les moines qui y vivent restent invisibles. Ils sont en prière dans leurs cellules, ou peut-être dans les champs, récoltant le miel ou cultivant la lavande. La lavande, c'est le parfum de la Provence.
Il ne faut pas confondre la grande lavande ou lavandin, avec laquelle on parfume savon et lessive, et la lavande fine, la plus belle, dont l'huile essentielle a des propriétés cicatrisantes et antiseptiques, connues depuis l'Antiquité. Fontaine de Vaucluse, véritable bain de fraîcheur dans cette Provence d'en haut, doit son nom à sa situation géographique. Vallis Claosa, la vallée close ou Vaucluse. Pétrarque, le grand poète et humaniste italien, s'échappait de la cour pontificale d'Avignon et venait se délasser ou méditer dans ces lieux. La résurgence des eaux de la Sorgue est une des plus fortes au monde et son origine a longtemps été mystérieuse. Aujourd'hui, on pense qu'elle est due à l'accumulation d'eau de pluie qui forme un fleuve souterrain dans l'enchevêtrement des galeries calcaires du plateau du Vaucluse. Depuis le 19e siècle, on tente de sonder le fond du gouffre d'où surgissent les eaux bouillonnantes. La dernière exploration a été faite à l'aide d'un petit sous-marin équipé d'une caméra qui a atteint 308 mètres de profondeur. En longeant la Sorgue, à quelques kilomètres de Cavaillon, nous nous arrêtons un instant à l'île sur la Sorgue, réputée pour la douceur de ses ombrages, et qui peut se flatter d'avoir la plus forte concentration d'antiquaires après Paris. Et aussi de sportifs. Patrie de René Char, l'île sur la Sorgue est aussi baptisée la Venise provençale. Son marché, baigné de fraîcheur, nous conduit tout naturellement chez Robert Emoni, restaurateur à Viens, qui nous donne à sa manière une première leçon d'initiation à la cuisine du pays. Nous allons préparer un des plats les plus typiques de la Provence, qui est l'aioli. L'aioli, c'est une émulsion d'ail et d'œuf et d'huile, évidemment. Et ce faisant, nous allons vous entretenir un certain temps de la cuisine provençale. La cuisine provençale est une cuisine de terroir, c'est-à-dire qui utilise les produits de la terre d'où elle vient. Petit à petit, l'aioli se monte, se fait sous forme d'une pommade onctueuse qui tout à l'heure va accompagner toute une suite de légumes, ce bazar de légumes comme on l'appelle à Provence, les asperges, la salade doit être cueillie fraîche le matin avec encore des gouttes de rosée, les agneaux de pays, du luberon, du ventoux, les œufs durs, évidemment la morue que l'on a fait dessaler la veille dans de l'eau fraîche et courante, les escargots, les artichauts. On fait tomber goutte à goutte l'huile d'olive, une huile d'olive dont la couleur est, comme vous le voyez, verte, sombre. Tout ça s'épaissit, voilà. Et on se rend compte qu'un aioli est bien monté lorsque, à la fin, on plante le pilon et qu'il reste dedans droit. Aux abords de Viens, le village de Robert Emoni, on trouve comme à Gordes de véritables petits hameaux de bories. Comme les dolmens ou les menhirs, l'origine des bories fait l'objet de nombreuses suppositions. Ces sobres abris faits de pierres plates, empilées, sans le moindre liant, servent aujourd'hui de refuge pour les bergers au moment de la transhumance. Mais quelle est leur origine? On suppose que ces petits villages étaient réservés aux plus pauvres et aux marginaux. Dans ces garrigues, nous avons rencontré Pierre Bresque, apiculteur passionné et amoureux de son pays.
L'autre jour, j'ai trouvé un tout petit bourdon, là, un de ces ravissants bourdons, là, avec le maillot rayé. Je l'ai mis là, au-dessus de la toiture pour qu'il se réchauffe. Il était tout gelé de froid. Ça, c'est la visite. C'est la visite qu'il faut faire au sortir de l'hiver, au printemps. Voilà. Vous voyez, regardez ça. Hein? Là. Sans emplumoir, on ne peut pas toucher une ruche. Tout de suite, c'est l'instinct de défense. Elles croient à un incendie de forêt ou autre. Et tout de suite, elles vont s'occuper de sauver l'essentiel, elles vont s'occuper de la ruche, elles ne vont pas s'occuper de l'agresseur. Hein? C'est un leurre, la fumée, en fait. Hein? Parce que le plus vieil ennemi des abeilles, c'est l'incendie de forêt. Il ne faut pas oublier qu'elles vivaient dans la forêt. Voilà. Là, c'est une ruche qui est pleine de miel. Énormément de miel. C'est des cadres qui contiennent à peu près 2 kilos, là. Rien au degré de coloration des miels, je sais d'où ils viennent, quoi. C'est un pays béni des dieux, il faut dire, parce qu'il y a une flore extraordinaire, une flore très riche. Il y a absolument toutes les plantes médicinales. De la bordure méditerranéenne jusqu'aux Hautes-Alpes, on a un étagement, une flore extraordinaire, et une diversité géologique. Puis alors, bon, le soleil, et lorsqu'il pleut, parce que le grand drame c'est souvent la sécheresse, mais lorsqu'il pleut, il y a des centaines d'hectares de terre en fleurs là, cette saison, et après ça va suivre. Hein. C'est une merveille. Hein. En Provence, le mont Ventoux fait figure de géant avec ses 1909 mètres de hauteur. Il a une terrible réputation. N'est pas fou qui y monte, mais fou qui y retourne. Et pourtant, le mont Ventoux a été escaladé depuis toujours et par tous les moyens. Faire le Ventoux en plein été, il ne pardonne pas. Il n'y a pas que la pente qui fait déjà 10 à 14%, mais il y a aussi le soleil, la chaleur et souvent le vent contraire, le Mistral. Le mont Ventoux, on l'appelle, il porte bien son nom, hein, c'est le géant de Provence. Je veux dire, il est craint par tous les cyclistes, par tous les cyclotouristes, par tous les gens qui font la petite reine. Il n'y a aucun moment de relâche. Et la personne pas entraînée n'arrivera jamais au sommet, hein, c'est certain. La 17e étape Montpellier-Avignon comporte un obstacle de taille, le Ventoux. Rodriguez l'attaque courageusement, mais il sera doublé bientôt par une équipe de solides grimpeurs où figure Bobet. La progression de Louison Bobet sur cette calotte de feu restera un des exploits les plus mémorables de ce Tour de France. Au sommet du col, Bobet a 51 secondes d'avance sur le Belge Brancard. Il a payé ce faible écart d'un tel effort qu'il arrive exténué en Avignon. Pétrarque, le grand poète, fait en 1336 la première ascension officielle. De retour, il écrit « L'ascension du Ventoux peut se comparer à ce que l'âme doit accomplir pour parvenir au salut. » Quant à Jean-Henri Fabre, l'entomologiste, il y fait au siècle dernier plus de 60 ascensions et a pu définir la flore très particulière de cette calotte calcaire. À la base du mont, on trouve l'olivier et des plantes méditerranéennes comme le thym. Au sommet, recouvert de neige la moitié de l'année, le sol se couvre d'une flore boréale empruntée en partie aux plages des terres arctiques. Non loin du Ventoux, en redescendant vers Orange et le Rhône, un autre massif montagneux mérite un détour. Ce sont les étonnantes dentelles de Montmirail qui offrent aux promeneurs de nombreuses excursions. C'est à Orange que la culture romaine a laissé ses marques les plus profondes. Son théâtre, adossé à une colline, perpétue jusqu'à nos jours le goût des Romains pour la poésie et le chant. La plus belle muraille du royaume, disait volontiers Louis XIV.
Les architectes de la Rome antique en ont fait un lieu unique en son genre par la pureté de son acoustique. En tout point, les spectateurs ont la même qualité d'écoute, mais l'extrême perfection est atteinte, dit-on, au XXe rang. Depuis le siècle dernier, il sert de cadre aux manifestations lyriques des chorégies d'Orange. Autour d'Orange, les plaines du comtat vénessin sont de véritables vergers et les haies de cyprès évoquent encore la Rome antique et l'Italie. La ville du fleuve et du vent violent. Ce serait la signification d'Avenio, ancien nom d'Avignon. 4500 mètres de remparts, percés de 10 portes, flanqués de 92 tours aux murailles épaisses et massives, enferment Avignon, cité historique de la papauté. Cette forteresse d'allure militaire abrita naguère une cour florissante et cultivée. Au XIVe siècle, obéissant aux suggestions, pour ne pas dire aux injonctions du roi de France, Clément V s'installe dans son domaine d'Avignon, alors capitale du comtat vénessin, propriété du Saint-Siège. Cette présence modifie radicalement l'aspect de la cité. Papes et cardinaux la couvrent de palais, d'églises et de couvents. C'est un véritable dédale de couloirs, salles, chapelles, de 15 000 mètres carrés de superficie. Il faut imaginer ces lieux avec une somptueuse décoration, les allées et venues feutrées des prélats et des serviteurs, les pèlerins qui attendent dans la cour de recevoir la bénédiction du souverain pontife ou de le voir sortir sur sa mule blanche. En ces temps, Avignon va également abriter une cour prestigieuse. Musiciens, peintres, poètes, humanistes venus de toute l'Europe s'y installent en résidence. Avignon et la prestigieuse cour des papes ont retrouvé leur vocation artistique et culturelle. Depuis 1947, la ville accueille le plus grand festival de théâtre au monde, créé par Jean Vilar. Gérard Philippe, dans Le Prince de Hombourg, en a été une de ses révélations. Et aujourd'hui encore, des foules d'adorateurs passionnés de théâtre se réunissent tous les étés dans la grandiose cité des papes. Nous quittons le comtat vénessin et poursuivons notre voyage vers le sud. C'est gourmand ça. En descendant vers Arles et la Camargue, nous avons rencontré René Coudert qui nous a fait partager sa passion des chevaux et des taureaux. Il nous a surtout beaucoup parlé de rasettage, véritable engouement local. Bon, le rasetage, c'est d'avoir un crochet dans la main. Le crochet, ça sert d'enlever la cocarde qui est au centre des cornes du taureau, d'enlever les glands, ces deux pompons blancs là qu'il y a, et d'enlever les ficelles qui sont aux deux côtés des cornes du taureau. Ben, le raseteur, c'est dangereux. Bon, j'ai pris 6 cm de corne qui est rentrée dans mon bras. Et le lendemain, comme il me fallait recourir, que j'avais des engagements, j'étais obligé à raseter avec mon bras troué. J'étais une petite vedette. Bon, je courais beaucoup des petits capterins. Et des fois, ça m'arrivait de faire des grandes arènes. Belle fille attendait son retour,
Attendez pourtant, prenez garde, car son chant c'est celui de l'amour. La dia, t'as dit au sourire, la dia, t'as dit au voilà. Allez, avise, hein, que t'ailles sans moi celui-là. Allez, ta gauche, mais t'as le taureau. Bien, bien joli rasé. Oh, si je pouvais prendre le crochet. Allez, gaucher. Bon, mettons, tu rasettes avec tes collègues, c'est-à-dire, prends-toi à gauche et à droite, Et t'as des taureaux que tu te faut faire des rasés courts et des taureaux des rasés longs. La barrière, rentre. Arles, porte de la Camargue, est la commune la plus étendue de France. Ancien établissement grec fondé après Marseille, Arles devient à l'époque romaine un important carrefour sur la Via Domitia qui reliait l'Italie à l'Espagne. Son amphithéâtre est édifié sur une vaste plateforme de plus de 10 000 mètres carrés, taillée à même la roche. Grâce à un ingénieux système de galeries et d'escaliers, l'évacuation de ces 20 000 spectateurs pouvait et peut toujours se faire en un instant. Au Moyen-Âge, les arènes deviennent un refuge contre les envahisseurs. Une petite ville de 300 maisons s'y installe. 3 tours de guet renforcent sa protection. Les promenades en Arles ne manquent pas. Les Aliscamps sont un de ces lieux d'exception remarqués par Van Gogh et Gauguin. Cette nécropole romaine est la plus importante d'Occident. L'église Saint-Trophime, merveille de l'art roman provençal, date du XIIe siècle. Autour de Saint-Trophime, premier évêque d'Arles, les légendes ne manquent pas. Envoyé de Saint-Pierre, disciple de Paul, il aurait accueilli les Saintes Maries à leur arrivée en Camargue et le Christ lui-même lui serait apparu aux Aliscamps. Les fêtes en Arles et dans la Provence tout entière, pèlerinage, fêtes votives, fêtes patronales, pastorales, dépassent le cadre de l'amusement ou du folklore. Elles sont innombrables et mêlent la force de la tradition à la dévotion religieuse. Ces Arlésiens ne sont pas déguisés, mais ont revêtu avec fierté et gravité le costume de leurs ancêtres. Ils nous font vivre un moment de ce passé qu'ils honorent, en gardant vivantes nombre de coutumes. Au petit matin, aux portes d'Arles, la Camargue s'éveille. La rencontre des eaux de la mer et du Rhône, mais surtout la main de l'homme ont créé ces paysages de bout du monde,
entre mer et ciel. Étangs, marais, canaux, lagunes, marécages parcourus de flamants roses et autres oiseaux migrateurs, rizières, sansouirs, ces zones de végétation basse qui poussent sur le sol salé et sont le domaine des troupeaux, camels, ces montagnes de sel au bord des marais salants. Tous ces aspects de la Camargue cohabitent harmonieusement. La création du parc régional a renforcé la protection du site et des espèces animales. Les Saintes-Maries, au Moyen-Âge, étaient éloignées du littoral de plusieurs kilomètres. Et pourtant, elles auraient accueilli le débarquement de Marie Jacobée, sœur de la Vierge, et de Marie Salomé, mère des apôtres, accompagnée de Sarah, leur servante. C'est cette dernière plus particulièrement que vénèrent les Gitans. Depuis 19 siècles, les Saintes-Maries sont un lieu de pèlerinage où se retrouvent plusieurs fois l'an Arlésiens, gardians et manadiers, gitans et pèlerins venus du monde entier. La fin de ce premier voyage approche et les manadiers nous ont permis de vivre avec eux un dernier moment de cette Provence, riche en images, légendes, souvenirs, traditions, riche en beauté, parfums, musique et surtout en dépaysement. La plaine de Camargue, à l'embouchure du Rhône, est un parc naturel régional. Marais salants et plantations de riz sont aujourd'hui une réussite économique. Le delta est une immense réserve d'oiseaux. Ici, les flamants roses venant de Tanzanie retrouvent un havre de paix exceptionnel. Les grandes manades élèvent les meilleurs taureaux pour la corrida. Sur leur promontoire étrange, au cœur de la Provence de Mistral, les ruines fascinantes de la cité des Baux dominent le maquis et les champs d'oliviers. Les Baux ont donné leur nom à la bauxite, minerai jadis extrait dans les alentours. En remontant le cours du Gardon, affluent du Rhône, le pont du Gard affiche gaillardement ses 2000 ans.
Orange, qui nous présente le théâtre antique le mieux conservé de tout l'Empire romain. Les qualités acoustiques du théâtre sont très appréciées des amateurs d'art lyrique. Marseille, la cité phocéenne, est peut-être la plus ancienne ville de France. Porte traditionnelle de l'Orient, Marseille doit tout à la mer et a toujours vécu du commerce international. Près de Cassis, les massifs calcaires sont profondément échancrés par ces calanques, refuge des pêcheurs et des Marseillais, qui ont construit là leur bastide. D'est en ouest, la Provence compte des milliers de villages plus charmants les uns que les autres par leur dimension, leur structure, leur intégration à l'environnement. Presque tous procèdent de la forme circulaire, et même s'ils sont édifiés en pays plat, ces constructions évoquent d'une certaine manière la colline ou le monticule sur lequel, jadis, on construisait une église, quelques maisons et enfin des ébauches de remparts. Sur une falaise du Vaucluse, Gordes occupe un de ces sites. Il ne reste pas grand-chose des anciennes murailles, mais on peut encore suivre le chemin de ronde qui épouse la forme de la falaise. Cette localité est riche en vieilles demeures patriciennes et en masses typiquement provençaux. Une simple promenade dans le bourg, au gré des petites ruelles pavées, nous permet de découvrir les arcades des vieilles et hautes maisons et de profiter du chant des cigales et des parfums de la garrigue. La légende des Saintes Maries dans les Bouches-du-Rhône a le mérite de nous rappeler que c'est par cette région que s'est fait l'évangélisation de la France. Ce pèlerinage a toujours suscité le rassemblement de nombreux croyants sur ces rives de la Méditerranée. Je vais maintenant vous donner la bénédiction de la part du Saint-Père Jean-Paul II. Aujourd'hui, les gitans viennent des quatre coins de l'Europe pour perpétuer cette tradition dans un curieux mélange de ferveur et de spectacle, et rappellent que Sarah, chef de leur tribu, a accueilli ici Marie Jacobée, sœur de la Vierge, et Marie Salomé, mère de Jacques le Majeur et de Jean. Aujourd'hui, la statue de Sarah est portée jusqu'à la mer pour symboliser l'attente et l'accueil des Saintes Maries par Sarah, devenue aujourd'hui la sainte patronne des Gitans. Après la messe solennelle du matin, un immense cortège réunit gitans, arlésiennes en costume et gardiens dans une procession qui amène tout ce monde sur les bords de la Méditerranée où la barque des saintes sera bénie par un évêque. La cérémonie religieuse est ensuite suivie de fêtes et de chants où hommes et femmes dansent dans les rues.
Plutôt la mort que la souillure. La devise de la Bretagne granitique et sauvage met en lumière la fierté de cette région sculptée par la force des vagues de l'océan et les caprices du vent. L'authenticité y côtoie la modernité d'un pays résolument tourné vers les sciences de l'avenir et les activités issues des richesses de la mer. Les Bretons sont à l'image de leur pays, accueillants, fiers et courageux. De la montagne noire à la côte d'Émeraude, embrassée par le bleu marin et fouettée par les embruns, la Bretagne offre aux voyageurs un spectacle incroyablement contrasté où les sites naturels et les monuments, témoins du passé, ont le charme de la tradition et du granit poli par le temps. Dans 15 jours, votre numéro 2, le DVD La Bretagne et son fascicule, 7,50 €. Au XIVe siècle, obéissant aux suggestions, pour ne pas dire aux injonctions du roi de France, Clément V s'installe dans son domaine d'Avignon, alors capitale du comtat vénessin, propriété du Saint-Siège. Cette présence modifie radicalement l'aspect de la cité. Papes et cardinaux la couvrent de palais, d'églises et de couvents. C'est un véritable dédale de couloirs, salles, chapelles, de 15 000 mètres carrés de superficie. Il faut imaginer ces lieux avec une somptueuse décoration, les allées et venues feutrées des prélats et des serviteurs, les pèlerins qui attendent dans la cour de recevoir la bénédiction du souverain pontife ou de le voir sortir sur sa mule blanche. En Arles, la primatiale Saint-Trophime comporte également un cloître. Le programme iconographique traite de la passion et de la résurrection du Christ et raconte les légendes de Saint-Trophime. Cependant, c'est surtout la façade qui vous retiendra. C'est en effet une des plus belles pages de l'art roman. À quelques pas de la Sainte-Victoire, Aix, métropole culturelle au XVIIIe siècle, a gardé sa réputation de ville étudiante. Son université, créée au XVe siècle, a été la première université de Provence. Le raffinement de ses hôtels particuliers et de ses fontaines rappelle la prospérité qu'Aix a connue au siècle des Lumières. Son festival draine les amateurs d'art lyrique du monde entier. La lumière qui donne au ciel clarté et transparence, qui associe à la fois force et douceur, et qui exalte les couleurs, a attiré les plus grands peintres. Cézanne, natif d'Aix, ne put jamais rester longtemps éloigné de son pays. Vers la fin de sa vie, il exécuta nombre de tableaux, une soixantaine, de différentes perspectives de la montagne. Toujours entre octobre et décembre, quand la lumière de cette campagne aixoise atteint le sublime. Elle est le symbole de cette fascination, de cet effet magnétique qu'ont eu la lumière et le décor de la Provence sur les peintres. Van Gogh écrivait à son frère Théo « Ce qui me frappe ici, ce qui fait que la peinture est pour moi attrayante, c'est la transparence de l'air. Tu ne peux pas savoir ce que c'est justement parce que nous n'avons pas cela chez nous. » Nous allons. Allez, 2,30 kg, madame, profitez.
Qui veut la grosse sardine? Allez, 15 euros de main, 15 francs. Un kilo demi? Allez, la rivache! Vous allez acheter les bidons au prix des morts. Ça bougerait pas si vous conseillez. On n'a pas l'aquarium. Allez, la bouillabaisse vivante!